Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur The Caribbean Cannabis Culture Podcast. Bonjour. Bonjour, c'est notre invité, vous avez entendu. Le tout premier podcast qui parle de la culture cannabis. Aujourd'hui, nous tournons cet épisode au Spot Coworking qui va malheureusement fermer à la fin du mois de mars. Je souhaitais les remercier énormément parce qu'ils m'ont donné l'opportunité, quand je suis revenue en Guadeloupe, de développer mon activité autour du cannabis, même si c'est toujours pas trop bien vu et même si toujours il y a des préjugés sur le sujet, ils m'ont vraiment aidé, enfin ils m'ont donné la force en tout cas concernant ce sujet-là, donc je souhaitais les remercier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et aussi j'aimerais recevoir vos retours sur le format, les invités, juste pour voir ce qui vous intéresse et ce qu'on pourra faire au cours de cette première saison. Donc notre invité d'aujourd'hui, vous avez déjà entendu sa voix, est un pilier, à mon sens, de la musique caribéenne et surtout de la musique guadeloupéenne. La première fois que j'ai entendu sa voix, je devais avoir 16-17 ans. Donc j'étais au lycée à Bainbridge. Et j'ai entendu sa voix qui portait énormément à la radio et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir cette image de lui. Il faisait partie justement de ces chanteurs qui avaient déjà à l'époque un discours assez à l'opposé de ce qu'on pouvait entendre sur le cannabis, donc par rapport à notre famille, par rapport à l'école, aux institutions. Et donc, moi, j'ai trouvé toujours ça intéressant, justement, d'entendre des artistes parler du cannabis de cette façon, sans pour autant y prêter attention, parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas forcément portée sur ça. Mais aujourd'hui, je reçois Tironi et ça me fait très plaisir. Comment vas-tu, Tironi ? Ben, ça va, merci pour l'invitation. De rien, de de rien. Les auditeurs. Yes, de rien. Ça me fait vraiment plaisir. Tu es le premier invité francophone. Ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué de trouver des gens qui, déjà, osent en parler ouvertement. Qui assument. Sans pour autant se dire, oui, mais il y a le travail, oui, mais il y a ceci, il y a ma famille, ils ne sont pas forcément au courant. Merci, parce que avoir une conversation ouverte, c'est d'autant mieux, comme ça on peut vraiment parler de plein de sujets. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé de ton implication dans la prise de conscience du cannabis à travers tes chansons, à travers ta musique. Pour toi, quelle place justement le cannabis a au quotidien ou justement dans ton univers musical ? Alors, quelle place le cannabis a au quotidien dans mon univers musical ? Disons que c'est une place, c'est comme si c'est un prolongement aussi de moi-même, dans le sens que, à partir du moment où... Alors, il faut savoir que moi, je suis issu de parents fumeurs de cannabis. D'accord. Père et mère, qui sont des gens que j'ai toujours vu droit dans leurs bottes. Ma mère étant enseignante et mon père aussi musicien, mais qui transmet aussi la musique, il enseigne, etc., etc. Donc ils sont toujours dans une démarche de pédagogie, de transmission. Donc moi j'ai toujours eu ce modèle-là. Donc moi j'ai grandi un peu là-dedans. Okay. J'ai fumé tard, parce que au départ il y avait tous les mêmes préjugés, a priori. Ouais, l'herbe c'est de la drogue, c'est un truc de drogué. Mais je me disais, mais quand même, je vois maman fumer des fois en scred. Alors moi j'appréhendais un peu jusqu'à ce que j'ai des raisonnements avec les frères, qu'on comprenne un peu que c'est juste une plante. Et du coup c'est clair qu'avant que je ne comprenne que notre système immunitaire est composé d'un système, comment on va dire, endocannabinoïde, donc il y a un réceptacle de cannabis, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que notre corps est fait. Et du coup, ça a commencé par fumer des petits spiffs avec les copains, histoire de parce que on a envie c'est plus dans l'esprit un peu de se défoncer ou de suivre un peu les grands, sans comprendre vraiment ce qu'on fait, jusqu'à ce qu'on comprenne que l'herbe c'est aussi un sacrement, toutes les vertus, à force de raisonnement. Quand je suis rentré aussi dans le mouvement Rassa, parce que j'ai commencé à fumer de l'herbe avant. Et c'est clair que quand je suis rentré dans le mouvement, là j'ai regardé l'herbe différemment. C'est-à-dire qu'avec plus de respect. C'est-à-dire que ça c'est une plante à honorer, c'est une plante qui a déjà fait beaucoup pour l'humanité. J'ai été étudié aussi tout ce qui s'était fait avant, même en termes législatifs, comment les choses ont évolué dans le bon ou dans le mauvais sens. Les campagnes qui étaient faites autour du cannabis ou du chanvre dans les années 30 ou je ne sais pas quelles années aux États-Unis ou autres, où c'est le tabac et l'alcool qui étaient genre
vraiment les produits prohibés, c'était ça, quoi. C'était pas l'herbe. Et je pense que, en ce qui me concerne, ben, voilà, je défends ça aussi. Et puis, bon, ben, j'ai vu au niveau de mon organisme, au niveau cérébral, au niveau psychologique, au niveau de ma clairvoyance et de ma conscience, ça n'altérait pas. Au contraire, que ça stimulait mon inspiration. Je peux fumer un spliff et puis aller courir 2 heures, faire du sport, et puis de manière intensive. Donc, j'ai jamais eu à mon niveau quoi que ce soit qui m'a justement mis dans un état de défonce où je me contrôlais pas, où j'avais pas. Après, c'est clair que tout abus est dangereux. C'est-à-dire que ceux qui mangent la viande, s'ils en bouffent trop, ben, c'est un problème. C'est ça, ouais. Même l'eau, si on en boit trop, ben, au final, ben, il y aura un trop-plein aussi. Donc, je pense que tout, et apprendre aussi à sa juste mesure. Et puis, au-delà de la fumée, j'ai aussi découvert des choses où je me suis rendu compte que j'étais très ignorant concernant la plante et toutes ses vertus, et que ça allait bien au-delà de la fumée. Et que la fumée, c'était vraiment minime, 1/10 des vertus de la plante ou de l'exploitation de la plante. Et qu'on était vraiment ignorant par rapport à ça, et que même les gens qui nous cataloguent en tant que drogués ou fumeurs d'herbe ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui j'en vois plein qui se rendent compte que waouh, toutes ces vertus. Donc voilà quoi, donc mon rapport avec, c'est bon, ben, ça fait partie aussi de ma vie, de la même manière que ça fait partie de ma nourriture aussi, quoi, spirituelle et aussi physique. Et, parce que je ne fume pas uniquement, je prends aussi des huiles. Ma lotion pour le corps, c'est une lotion à base de cannabis aussi. Enfin, voilà, quoi. Donc, ça fait aussi un peu partie de mon quotidien. Et d'autant plus que plus ça va, et plus je me rends compte de toutes ces vertus dont regorge cette plante. Donc, c'est clair que plus ça va, et plus je fais corps avec, quoi. J'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport au respect. Le fait que déjà tu arrives à voir cette plante-là et la respecter, justement parce que c'est pas, comme tu dis, que pour de la défonce. C'est pas que, bien sûr, on a un stade, je pense qu'en plus quand on est jeune, on veut juste tester, bien comme sûr, tu dis, on veut juste suivre ce que font les autres. Mais au final, après, quand on la met sur un espèce de piédestal et qu'on arrive à la respecter et comprendre, est-ce que c'est pas peut-être quand tu as commencé à la cultiver? Moi, en tout cas, c'est pour moi, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à la respecter. C'est en cultivant, en la faisant pousser, en la regardant tous les jours évoluer, changer de couleur, changer de forme, etc., changer d'odeur. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu beaucoup plus de respect pour la plante de cannabis en elle-même, et surtout par rapport à son histoire, comme tu dis. Bien sûr, aussi, c'est-à-dire que la cultiver aussi, elle te force le respect parce que tu vois comment elle évolue et puis tout ce que ça te donne. C'est comme n'importe quelle graine que tu vas planter, quand tu vas la voir éclore et puis voir les premières branches, les premières feuilles, et puis les fleurs, et puis les fruits. C'est clair que c'est aussi une satisfaction, et tu sens que tu es en phase avec le processus de création universelle, tout ce qui se passe dans le cosmos. Tu vois, tu contribues aussi, et tu vois le truc évoluer, quoi, tu vois. Et c'est clair que ça te conforte encore plus. Et puis moi, j'ai surtout vu beaucoup de gens, parce que moi j'ai bougé beaucoup en Californie, des endroits comme ça, Humboldt par exemple, qui est une espèce de ganja land, et d'autres endroits comme ça où tu te rends compte que ça touche tellement de couches de tranches d'âge différentes, et de couches sociales aussi, quoi. Et moi j'ai mes amis californiens, c'est des caucasiens, ils ont un certain niveau de vie aussi, ouais, mais ils consomment. Ils consomment sérieux, ils plantent, ils sont dans ce business-là, quoi. Ils vivent avec, ils sont véganes, et puis ils aiment le reggae, et puis, mais tous les gens qui sont dans leur communauté, ils sont dans le même état d'esprit. Donc c'est aussi, tu vois, c'est ce côté aussi good vibe. Moi, je connais, rares sont les personnes qui sont consommateurs de cannabis, quelle que soit sa forme, que ce soit en THC, en CBD, en fleurs, en infusion, en huile. C'est des gens cool, quoi. C'est souvent des gens qui sont peace, quoi, qui sont cool, parce que je pense que le cannabis, enfin les effets apaisants sont très présents dedans, relaxants, comment dire, que ça ramène aussi ce côté un peu, ça va accentuer aussi l'état dans lequel tu es. Alors c'est clair que c'est pas conseillé à des gens qui sont trop nerveux, tout ça, de trop fumer, parce que ça peut aussi, ou bien trop anxieux, autant ça peut aider, mais
ça peut aussi amplifier l'état dans lequel il est. Donc il y a tous ces... Il faut faire attention à tout ça. Donc après, nous, on apprend aussi à la consommer, aussi à pas la fumer n'importe comment, pas fumer n'importe quoi. Faire attention aussi aux engrais qui sont utilisés et des choses comme ça, quoi. C'est bien parce que en plus, tu as parlé de ce qui se fait donc, dans d'autres pays, donc, comme en Californie. On voit justement qu'il y a une espèce de mouvance qui est en train de se passer depuis... en tout cas, je parle pour l'Europe parce que l'Amérique du Nord, ils étaient beaucoup plus en avance. Depuis longtemps. Ouais, bien plus depuis... même que pour le médical, en tout cas, ils étaient vraiment en avance. On voit que c'est en novembre dernier, ils ont changé le classement du cannabis et de la résine de cannabis dans l'acte par rapport aux narcotiques de 1961, donc on est quand même en 2021. Il leur a fallu toutes ces années justement pour se rendre compte que non, le cannabis n'est pas la substance la pire au monde. Et c'est que maintenant qu'ils ont mis dans ce tableau que oui, le cannabis a des vertus thérapeutiques, alors que toutes les communautés, justement les communautés Rasta qui les utilisaient spirituellement avaient ce même discours. Il y a plein de personnes qui avaient ce même discours, mais c'est que maintenant qu'on commence justement à s'en rendre compte. Comment toi tu vois ça et comment peut-être justement les gens que tu connais qui consomment depuis très longtemps, comment vous ressentez ce changement? Je pense que le changement, il est aussi dense ces 2-3 dernières années. Je pense parce que les vertus du cannabis et ses propriétés, je veux dire, c'est pas nous qui allons apprendre à l'establishment, aux gens en place quelles sont leurs vertus. Enfin, quelles sont ces vertus, en tout cas, du cannabis, puisque quand on remonte dans l'histoire, on regarde dans les cultures chinoises, hindoues, même en Amérique, ils faisaient des campagnes pour solliciter les gens à planter du chanvre chez eux. Parce que, et au-delà de l'aspect fumé, c'était aussi pour les matériaux, pour les cordages, pour faire des souliers pour les soldats, parce qu'il y avait ces histoires de guerre, et de Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, je ne m'en rappelle plus. Donc voilà, il y a ces campagnes-là. Même les artistes, les grands artistes, les stars de jazz ou autres, de Louis Armstrong ou autres, ils chantaient déjà les vertus de l'herbe. Et c'était, je crois que c'était Harlem Renaissance et tout ça, il y avait toute cette émulation. Mais ce qui gênait l'establishment, c'est de voir leurs enfants, leurs filles, attirés par ce genre de musique, aller danser à Harlem avec des Noirs, etc. etc. Donc il y avait toute une vibe. Donc je pense qu'à un moment, ils ont voulu serrer les boulons. Ah, c'est l'herbe qu'il vous fallait là-bas. Bon, ben on va prohiber ça. Et du coup, il fallait qu'ils trouvent la raison de... Exactement. Et à ce temps-là, les cigarettes aussi, les gangsters faisaient du trafic de cigarettes et d'alcool. On voit aujourd'hui, hein. Ouais. Les cigarettes, elles sont vendues normales et l'alcool, pareil. Mais ils te mettent quand même, c'est dangereux pour la santé. Ils vont te mettre toutes les photos bizarres, mais ça ne les empêche pas de continuer à en vendre. Ils disent pas, c'est dangereux, on n'en vend plus. C'est super hypocrite, en fait. Mais bien sûr. Très hypocrite. Mais bien sûr. Parce que comme tu dis, ouais, là, tout de suite, j'ai vu le paquet de cigarettes avec le poumon tout noir, là. Mais, alors qu'à la base, quand même. Al Capone et compagnie, on les arrêtait pour ça. Ouais. Leur gros business, c'était cigarettes et alcool. C'était même pas de la drogue dure ou autre. C'était cigarettes et alcool au pire des armes. Donc, et à ce temps-là, l'herbe, tout le monde fumait son spliff. Ils appelaient ça Jive. Même Jive Records, qui est sous label de Sony. Ouais. Ils appelaient ça Jive. Il y a plein de chansons de jazz que nos parents et nos grands-parents écoutaient. Ben, ça parlait de Jive. Parce qu'ils parlaient de leur spliff. Il y avait déjà des chansons à la Passe le Ouinge ou tout ça. À l'époque, je parle des années 20, 30, 40. Donc, on était déjà en avance, j'ai envie de dire. On était déjà connectés. Quand on nous parle de Calumet de la Paix, depuis petit, on nous parle des Indiens qui nous parlent du Calumet de la Paix. Mais c'est les mêmes forêts. Les forêts où ils étaient souvent, c'est parce que là, c'est eux les vrais Américains, en fait. Oui, on les appelait Indiens parce qu'ils sont trompés, mais eux, c'est des vrais Américains, des natifs. Mais, mes amis qui habitent en Californie, ils habitent dans des anciennes réserves. Enfin, pas loin de réserves, il y en a encore. Tu vois des arbres qui sont bimillénaires, trimillénaires. Alors, ils en ont vu. Et en fait, tu te rends compte que cette culture du cannabis, tout ça, elle était aussi déjà là-bas. Et que ça fait partie, comme son nom l'indique, c'était leur calumet de la paix. Comme les Rastas vont fumer le chalice. C'est la même chose, c'est le même processus. Et aussi, il y a aussi le côté sacré, c'est que souvent, c'est que dans un calice ou un calumet ou un chalice, on retrouve les 4 éléments.
Il y a l'air, il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre. Donc c'est ça, il y a tout ce côté aussi sacramental qui fait que c'est pas, on peut pas réduire ça à juste de la défonce ou des simples fumeurs de spliff. Après, il y en a qui le prennent plus dans cet état d'esprit. Donc, bien sûr. ils vont se prendre un spliff, après ils peuvent se prendre 2 rails de coke, et puis pour eux, allez hop, et puis un bon whisky, et puis ouf. Ouais, mais mélange quoi. Voilà. Ouais. Et sauf que l'herbe, c'est sacré. C'est comme les dreads aussi, ça. Il y a une histoire derrière. Tu vois, après, beaucoup de gens peuvent porter des dreads à la vibe par rapport à leur culture, d'autres qui vont le porter par rapport à la mode parce qu'ils aiment bien, ou d'autres qui vont carrément mettre des fausses locks. Mais derrière, il y a une culture. Et l'herbe, c'est pareil aussi, quoi. Et aujourd'hui, pourquoi ça en arrive? Que c'est un peu plus... Pour répondre plus précisément à ta question, c'est qu'économiquement parlant, ils se rendent compte que c'est beaucoup d'argent. Tout simplement. Et qu'il ne faut pas qu'ils passent à côté. Et pourquoi ils nous ont pris la tête pendant pas mal d'années, c'est qu'à un moment, c'est comme tout le monde peut faire pousser, que c'est pas un truc qui contrôlait encore, mais ça fait des années qu'ils savent qu'ils vont légaliser. Quand ils ont vu qu'au Colorado, ils reversaient des impôts à leurs concitoyens, ça pose des questions, parce que c'est des milliards, c'est des gros chiffres d'affaires, hein, c'est leur verre. Hein. C'est coté en bourse, quoi. Le Colorado, là, ils ont, j'ai vu, hein, c'est un des États les plus où il fait bon de vivre là-bas, en fait. Bien sûr. Un des plus, justement, tout cet argent, ils le remettent dans la ville aux concitoyens. Bien sûr. Et justement, il y a un bien-être. Il y a un Les gens vivent bien-être, bien. déjà parce que l'herbe aimait bien, et puis économiquement, ça se passe mieux. Et finalement, ils se sont rendus compte que s'ils avaient pu être endettés, ils ne le sont plus. Et au contraire, où tu as entendu que le fils remet de l'argent à ses concitoyens, quoi. C'est jamais entendu, quoi. Et du coup, il y a une vraie dynamique et je pense qu'ils s'en rendent compte. Et c'est pour ça que la France, ils savent qu'ils veulent légaliser depuis, donc ils y vont petit à petit. Ils suivent le même processus que d'autres pays qui l'ont légalisé, donc ils vont commencer par le médical. Là, on commence à trouver du CBD même dans les stations-service, dans les tabacs, même en Guadeloupe, j'en ai vu. Je vois plein de franchises qui se montent. Bon, après, je suis pas sûr de la qualité, mais bon, ça n'engage que moi. J'espère que c'est la prochaine étape, justement. Pour, oui, parce qu'il faut qu'on fasse attention aussi, qu'on ne pas oui. aussi dans un truc d'effet de mode. Et que je trouve que, souvent, il y a des gens qui sont pas malhonnêtes et qui se disent, bon, alors c'est le truc du moment, donc tout le monde veut pas juste se lancer. Hier, je parlais avec un ami, je lui ai dit que j'ai monté un shop, et la première chose qu'il m'a dit, ah, tu es sous quelle franchise? J'ai dit, mais moi, je ne suis pas sous une franchise. On a créé notre franchise. Parce qu'en fait, il y a des franchises déjà existantes et qui te refourguent leur truc. Mais on n'a pas comment dire, T'as pas vraiment visibilité de choix. sur la qualité. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux. Tu ne peux pas agrémenter comme tu veux. Donc, tu es tenu de... C'est comme si c'était sans faire de pub. J'y vais pas en plus. McDo, c'est pareil, quoi. Tu as ton steak comme ça, tu as ton pain comme ça. Il faut qu'on fasse aussi attention parce qu'on est aussi sur une terre où... En Guadeloupe, c'est une terre fertile, on a plein de variétés endémiques, et tout s'associe au chanvre et au cannabis. Donc, réfléchissons et ouvrons nos yeux, à défaut de s'associer avec n'importe qui. Créons nos propres dynamiques, créons notre propre lobby aussi ici. Et je pense que c'est important parce que la plupart des franchises que j'ai vues ici, c'est des franchises françaises, quoi, de France. C'est pas des Antillais, c'est pas des Guadeloupéens. Donc, alors là, je vais faire mon rebelle de service. À un moment, il faut qu'on fasse attention aussi à ça, quoi. Parce qu'on peut pas... Les gens qui ont pris des coups par rapport à l'herbe ou qui se sont fait arrêter, c'est nous. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore être sujet ou soumis encore à des gens qui vont nous imposer un truc. Et alors, parce que c'est cannabis, c'est CBD, c'est le truc à la mode, on va tous se lancer dedans, mais en étant encore sous contrôle. Alors, chaque fin d'année, tu dois donner une partie de ton chiffre d'affaires et que tu es sous contrôle. Et puis finalement, on se met encore une chaîne. Si on a cette dynamique d'entrepreneuriat, faisons les choses, renseignons-nous. Et moi, je suis aussi très open aussi parce que nous, on essaie d'aller à la souche et à la source. Donc, pour tous les gens qui veulent des renseignements là-dessus, parce que j'entends des frères ou des sœurs qui veulent monter des business autour de ça, nous, on fait un peu de consulting aussi, sans prétention, parce que nous, on essaye de faire en sorte que les choses qu'on a pu acquérir et qu'on nous a retransmises, c'est pas pour que ça reste sous la table. C'est pour mettre la lumière aussi sur la table, et que si cette plante-là est développée aussi chez nous, que ça développe aussi dans le bon sens. Et que nos parents puissent se dire aux autres qui avaient déjà des a priori, qui peuvent comprendre aussi, que ce soit pas juste un truc, il y a plein de magasins de CBD, on ne sait pas trop c'est quoi, ça défonce pas. Enfin, les gens, ils se posent...
Il n'y a pas vraiment de pédagogie autour. C'est ça. Alors, j'ai vu une sœur quand même guadeloupéenne qui a ouvert un petit shop à Convenance. Ok. Donc Ok. j'ai trouvé pas mal puisque son approche quand même, j'ai été à l'inauguration et il avait une approche très ludique pour expliquer les vertus, tout ça, donc ça c'est très positif. Donc j'encourage aussi les frères et sœurs dans ce sens-là, mais surtout à penser que chez nous on a une des terres les plus fertiles. Donc est-ce que c'est bien de faire venir des trucs d'ailleurs ou de réfléchir à comment on peut développer nos trucs ici? C'est bien ça. Non, mais c'est. Ce sera peut-être T'as tout dit. le sujet d'une autre émission. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Je pense que le cannabis, etc., donc c'est devenu maintenant quelque chose d'industriel, comme tu as dit, économiquement. Ils se sont enfin rendus compte qu'il y a une énorme valeur ajoutée avec la plante de chanvre. On peut utiliser la plante dans son entièreté. Déjà, Full spectrum. voilà, c'est déjà quelque chose qui est assez exceptionnel. Et c'est vrai que derrière le cannabis, il y a tellement quelque chose de toujours un peu interdit. Donc les gens veulent juste se lancer. Il y a toujours une espèce de confusion. On parle de CBD, mais les gens pensent à cannabis direct, ils pensent à THC directement. Et c'est vrai que pour moi, la base de tout ça, c'est vraiment l'éducation. Essayer d'apprendre le plus possible parce qu'il faut comprendre que là, on peut être au même niveau. Les gens qui sont à HEC, là, qui vont ouvrir des fermes, on peut être au même niveau qu'eux en termes, et même avoir plus de connaissances parce que, comme tu dis, nous, on est sur une île, on a des connaissances par rapport à l'agriculture. Justement, être beaucoup plus éduqué par rapport à ça, au lieu de se dire, effectivement, bah, je vais aller en France parce qu'il y a une franchise, tout est déjà fait, je dois m'occuper de rien, comme ça, j'ai rien à apprendre et je vais juste vendre. Le problème, c'est comment après tu vas vendre ton produit. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Moi, j'ai été à 2 magasins, j'ai juste vu 2 trucs. Quand on vend l'huile, par exemple, quand on vend de l'huile, le CBD, il ne doit pas avoir mention de posologie. Non, sur la interdit, boîte. ouais. S'il y a mention de posologie, on peut se prendre des grosses amendes. Exactement. Pas des petites. Hein. Ouais. Je parle de 100 000 euros, 130 000 euros. Je crois là, c'est pas 135 euros. Hein. Maintenant, il y a 2-3 magasins qui ont des trucs avec des posologies. Donc, c'est-à-dire que leurs franchisés ne les ont pas informés. Ouais, Tu vois? exactement. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits trucs, des petits tuyaux, des petits tips, tu vois, qu'il est important de savoir en termes législatifs aussi, et toutes ces choses où, waouh, on a un petit budget, bon, je peux avoir un prêt à la banque, qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est le CBD qui marche bien. Les gens qui ont peut-être jamais fumé un spliff dans leur vie, et qui ont toujours eu des a priori sur l'herbe, et qu'aujourd'hui, ils sentent que c'est un business qui est florissant, donc, waouh, où je vais mettre mon argent? Ah, c'est là où ça rapporte, je vais le miser là-bas. Ouais, Je trouve ça un petit peu opportuniste. exactement. Tu vois. Et finalement, ben, ces gens-là, ils ne sont pas éduqués parce que tu arrives, ben, ils n'ont jamais fumé un spliff. Ils ne sont pas au courant des fleurs qu'ils vendent. La dernière fois, je vais dans un magasin, sans le nommer. Je lui demande c'est quoi ses meilleures ventes. Il me dit c'est de la trim. Et il arrive justement à vendre à sa clientèle le pire produit. La trim, c'est moins cher. Ouais. On va prendre la trim. Et comme la trim, c'est une espèce de cocktail de tout ce que tu as Ah ouais, c'est toutes les taillé, miettes, tout ce qu'il y a, toutes les miettes. Ah, En punaise. gros, c'est ça. Ah ouais. Donc, je dis, il y a un problème. Les gens ne sont pas éduqués. Parce que normalement, l'idée, c'est que ce soit les bonnes fleurs, les meilleures qualités qui se vendent le mieux. Parce que, Ah oui. surtout dans le business de l'herbe ou du CBD, bon marché qui a coûté cher, j'ai envie de te dire. Tu vois, et nous, les sources, que ce soit nos gens en Suisse ou en Espagne ou en Californie ou autre, la trim, c'est vraiment un truc, bon, on t'offre ça, quoi, à la limite. Exactement. C'est un petit cadeau et on fait en sorte d'avoir de la bonne trim pour être sûr que, bon, voilà, t'as un bon truc. Ouais. C'est vraiment, on aura même honte de dire que, waouh, notre meilleure vente, c'est de la trim. Ouais, c'est vrai. Je pense que, bah, tu sais que je me dis que les gens, ils ont pas. Toi, donc, tu as été en Californie, tu vois la façon dont ils. La Classe. façon justement, oui, classe. Donc, tu as Classifié. top shelf, bottom shelf, etc. Et c'est vrai que trim, alors déjà, donc ça. C'est tellement laid de voir que des petits morceaux, ils vont tout moudre. Comme ça, ce sera déjà en poudre. Ils vont faire des trucs pré-roulés déjà. Ouais, exactement. Et si tu connais ton truc, tu sais que les pré-roulés, justement, ce serait un mix. Donc, c'est pas ça. Tu n'iras pas forcément vers ça. Et j'imagine que, justement, en France, comme il n'y a pas trop cette culture, ici, il n'y a eu que de l'oppression, de la prohibition. Donc, ils n'ont pas cette connaissance et ils vont dire, tiens, regarde, j'ai une fleur de CBD, il y a plein de branches, ça a l'air dégueulasse. Mais pour eux, voilà, c'est un produit nouveau, donc ils pensent que c'est quelque chose de top, quoi. C'est ça. Alors que c'est pas ça. Ben justement, moi j'ai une question avant qu'on parle de ton magasin, parce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus dessus. J'ai une question par rapport à
à toi, la façon dont tu as expérimenté le cannabis? Parce que tout à l'heure, tu as dit que justement, tu avais une période où il y avait un peu d'ignorance, où tu ne savais pas trop ce que tu consommais, etc. À l'époque, justement, donc, quand tu étais en Guadeloupe, merci. Quand tu étais en Guadeloupe, justement, de quelle variété vous discutiez avec ton entourage? Est-ce que justement tu voyais ce qui se faisait dans les îles de la Caraïbe? J'ai toujours été au courant qu'il y avait, enfin dès le début, j'ai su que bon, ben, il y avait l'indica, la sativa. C'est vrai qu'on a commencé avec des herbes, avec la sativa, puisque c'est de l'extérieur, ou outdoor, et c'est souvent de l'herbe qui nous provenait de l'extérieur aussi, c'est-à-dire soit de Saint-Vincent, de Dominique, puisque ça fait pas longtemps qu'il y a aussi cette culture de planter ici. Si on a un sol très fertile, mais bon, avec la prohibition, tout ça, les gens préfèrent des fois aller prendre des risques, tu vois, de fou pour faire entrer de l'herbe au pays. Enfin, de l'herbe de TH1, je parle. Hein. Et du coup, ben, nous, on a connu il y a eu, comment dire, il y a eu un moment où l'herbe était super bonne et fraîche et de bonne qualité. Quoi. Nous, moi, j'ai connu la colchite, j'ai connu la vraie fil rouge qu'on ne trouve plus. Après, il y a toujours eu deux frères qui plantent, mais c'était toujours à petite échelle, toujours très artisanal. Donc, c'était toujours, ben, il fallait aller voir le dealer du coin et qui avait importé sa weed et, avec les moyens du bord et puis avec les risques que ça encourt derrière. Et puis, donc voilà, donc nous, et après, des fois, on avait des trucs un peu spéciaux, bien on avait peut-être un pote qui faisait rarement peut-être pousser un peu de skunk, donc il nous faisait goûter ça. Et c'est après en bougeant en Europe et tout ça qu'on a commencé à découvrir la skunk, les Amsterdam, les machins, voir qu'il y a plusieurs variétés. Et qu'il y a l'indoor, il y a l'outdoor. Au départ, j'étais pas du tout skunk. En termes d'effet, t'aimais pas trop? J'aimais pas trop et je trouvais que c'était trop chimique, que j'étais pas sûr. Enfin, je comprenais pas encore le processus et moi qui grandis avec la file rouge et tout ça, donc pour moi c'était waouh, c'est quoi ce truc de fou? Jusqu'à ce que je comprenne que voilà, c'est un autre système et qu'il y a le système indoor et qu'il y a plusieurs types de cultures. Il y a la culture intérieure, il y a la culture sous serre, il y a la culture extérieure et que chacune de ces cultures, ça donne aussi une qualité un peu différente. Tu vois, et qu'il y en a où on va utiliser des produits, plus d'engrais, des fois des engrais même chimiques. Et en extérieur, c'est plus rare aussi, donc le côté un peu plus organique et plus bio. Donc j'ai appris aussi toutes ces choses. Et aujourd'hui, ben, je pense que la conjoncture et le contexte sanitaire fait que aujourd'hui, on trouve des magasins de graines en Guadeloupe. Ouais. Chose qu'on n'aurait pas pensé. Graines de collection. Attention. Oui, des graines de collection, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, maintenant, après, mon seul bémol, c'est que, encore une fois, même si je suis pas contre, je suis pour que tout un chacun puisse développer son business où il l'entende, mais je trouve quand même assez aberrant que pour le nombre de consommateurs de weed et de planteurs qu'il y a et de militants cannabis, que ce ne soit pas quelqu'un de chez nous qui reverse un magasin. J'ai un problème avec ça. Mais est-ce que c'est pas justement le fait que les gens pensent que c'est illégal? Tu sais, ils ont peur de se lancer, ils vont se dire directement, mais si je fais ça... C'est le fait de ne pas avoir de connaissances sur peut-être les lois ou je sais pas, parce que c'est la personne, enfin les gens qui vendent les graines, la plupart du temps, ils sont allés dans plein de pays, ils ont vu comment ça se faisait. Ah, en Europe, on peut vendre des graines juste avec la mention graines de collection. Ben, je vais ouvrir un magasin et je vais vendre des graines. Les gens qui sont ici, qui n'ont pas forcément bougé, ouais, ils sont pas informés. Ils sont pas informés. Mais peut-être qu'ici, s'ils sont pas intéressés, les gens qui sont connectés dans le monde du cannabis, ils vont voir ce qui se passe en Californie, ils regardent ce qui se passe en Hollande, ils regardent comment les lois évoluent, ils sont connectés, ceux qui sont vraiment connectés. Exactement. Pas juste des simples consommateurs passifs, quoi. Et c'est ça aussi. Donc, et c'est pour ça que pour les gens actifs, je trouve que c'est pas normal qu'ils ne soient pas encore activés, quoi. C'est peut-être maintenant, j'entends, ils ont peut-être ironie à monter une boutique, j'entends plein de mes collaborateurs, enfin de mes compatriotes qui sont chauds, qui veulent monter des trucs sans même savoir. Des fois, je les vois qui montent, qui descendent. Des fois, je leur dis, hey, les gars, on est là, on peut dire, j'ai pas de sens infuse, mais on peut en discuter. Ouais. Donc, il faut des fois aller prendre conseil ailleurs, et puis... Donc après, moi, je les observe, et puis je regarde, et puis malheureusement, il y a plein de méconnaissances. Quand je vois la qualité des fleurs, il y a beaucoup de foin. Même si c'est des fleurs de CBD, la qualité,
Il n'y a pas vraiment de contrôle qualité. Ah ouais, non, j'en ai vu. Les trucs aussi. arrivent sous scellés. On n'a pas le contrôle sur. Il n'y a pas d'échantillon. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. On t'impose quelque chose. Après, tu dois le vendre, quoi. Nous, quand on nous envoie quelque chose et la fleur n'est pas bonne, on te la renvoie, ta fleur. Parce qu'on sait ce qu'on veut vendre à notre public. Et puis, nous, on est parti sur du premium. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux en termes de qualité. Il y a le regular, il y a la bonne qualité, on peut dire. Et puis, tu as le premium. Ouais. Nous, on s'est vraiment positionné sur du premium. Parce que nous, on sait ce qu'on aime. Et on sait qu'on est les rares issus de la diaspora à avoir une boutique à Paris. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas venir là à demi. Avec l'histoire qu'on a derrière nous et tout ça, on ne peut pas se permettre de venir. Et puis, nous, on a des gens qui viennent, des représentants qui viennent avec leurs fleurs, qui remballent leurs fleurs. Quand ils prennent l'odeur de leurs fleurs, ils voient leur texture et tout. Parce qu'on se prend la tête. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas vendre quelque chose ou proposer des choses aux gens que nous, on ne consomme pas, qu'on n'apprécie pas. C'est la Nous, on base, teste tous nos produits. On peut défendre tous nos produits, même les produits cosmétiques ou autres. On sait exactement ce qu'il en ressort, les bienfaits ou pas. Et là, on vient par exemple de lancer notre gamme de tisanes. Et là, on a commencé, on a une dizaine de gammes. Là, on est en train de développer aussi des gammes avec des produits de chez nous aussi. Donc voilà, c'est des choses qu'on va aussi revendre, pas uniquement dans des magasins de CBD, qu'on peut trouver aussi bien dans des herboristeries, des magasins bio, même dans des supermarchés ou des épiceries. De la même manière que maintenant, j'ai des gens en Martinique qui vendent par exemple des boissons à base de CBD ou à base de chanvre, et tout comme on peut trouver ailleurs, que ce n'est pas uniquement dans un magasin spé. Et aussi, c'est de pouvoir développer ça à une autre échelle, quoi. Et déghettoiser cette plante qui est une plante comme toutes les autres, quoi, et bourrée de vertus, tout comme le moringa ou tout ça, quoi. Après, pas obligé de la fumer, quoi. Exactement. Donc, tu as ouvert une boutique à Paris, qui s'appelle République Garden. Quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à te dire, OK, moi, j'aimerais avoir ma boutique, je sais, comme tu disais, quels produits je veux, quels produits j'aime. J'aimerais justement partager avec une clientèle tous ces produits, justement. Quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à créer cette boutique? Ben à la base, j'avais pas forcément projet de monter une boutique. OK. Je suis plus un connecting people. C'est-à-dire que, bon, voilà, j'ai mes connexions. Bon, j'ai fait mes petits stages à Humboldt. J'ai été pas mal de fois là-bas. J'ai vu quand même des grosses entreprises autour du cannabis. C'est-à-dire que j'ai pu visiter le vignoble de Francis Ford Coppola, qui fait du vin à base aussi de cannabis, etc., etc. Donc, j'ai pu voir quand même. J'étais dans le Cannabis University à Auckland. Amsterdam. Voilà, exactement. Alors, je me dis, waouh, c'est quand même un autre level. Ah, oui, J'ai vu des 4x3, genre, oui, depuis que nous avons légalisé le cannabis, le taux de crime a baissé, et puis si, le taux de consommation de drogue dure. Je dis, ah ouais, les gars, ils sont sérieux dans leur truc. Quoi. Donc, je me dis, ah, il y a quelque chose qui se passe. Entre l'histoire au Colorado, moi, je vois mes amis aussi comment. Bon, mais eux, ils sont dans du THC déjà, tu vois. Donc, je me dis, waouh. Mais j'entends parler du CBD et tout ça, bon. Après, comment ça s'est passé? J'ai un ami à moi, un ami qui est aussi un de mes associés, et qui on a bossé sur la musique, et ça s'est toujours bien passé. Sur 2 de mes albums, Cité Soleil, je crois, et l'album Fly, il y a Prié Ja et compagnie. Donc on a fait un bon bout de chemin ensemble, et puis on se revoit, on parle musique et tout ça, et puis on discute. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, et il me dit, et on parle de ce qu'on fait sur le moment, quoi, en plus de la musique. Il me dit, ah ouais, ben lui là, il est sur des plantations en Macédoine et en Italie. Et moi, je parle de la Californie et de mes réseaux en Suisse, parce que je travaille beaucoup avec mon frère Calipi, qui est le fils de Marceau aussi, qui est à fond aussi, qui est un vrai herbaliste aussi, qui bosse beaucoup dans les COP, les cannabis COP, il est l'égérie de la Canna Swiss COP. Qui fait pas mal, qui bosse avec High Times, et Spanabis, Cop, et etc., etc. Donc du coup, bon, on est super connectés, et puis on est souvent en rapport avec des professionnels donc, du cannabis. Donc ça j'ai remis dans ma tête. On avait commencé un peu on avait pensé déjà un site internet. Et puis après, bon, on a des amis qui ont un local à Paris. Où en fait, ils avaient plusieurs locaux l'un à côté des autres, les uns à côté des autres. Et du coup, ben, ils étaient sur le point d'en remettre 2. Et
comme je suis toujours au forêt là-bas, parce que c'est mes potes, j'ai un salon de dreadlocks, en même temps c'est un peu mon spot quand je suis sur Paris, je passe là-bas, je fais mes petits rendez-vous là-bas. Et dans ce fameux magasin, dans ce fameux local où je faisais mes rendez-vous, les gars ils me disent, ils vont remettre ce local. Et puis mon pote qui me dit, ah mais ça serait bien, c'est intéressant, c'est un bon rapport qualité-prix, on peut s'associer, voir si on peut coller les bouts ensemble et voir comment on peut monter un truc avec nos connexions, ça pourrait être pas mal. Et puis après les mois sont passés, après il y a le confinement, et puis mon pote qui me relance pendant le confinement, bon qu'est-ce qu'on fait, moi je suis chaud. Donc tu fais partie des entrepreneurs qui ont ouvert leur business pendant le confinement? Oui. Okay. C'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est-à-dire qu'on a ouvert notre business, on est resté 4 mois inactifs à payer un loyer pendant 4 mois. Ok. On n'a pas perdu la foi. Non, il faut. Hein, on a ouvert fin novembre. Wow, ok. C'est vraiment tout frais. Mais bon, les mois qui sont passés, on est resté quand même à peaufiner, à s'éduquer aussi, parce que on s'est rendu compte qu'on avait de grosses lacunes au niveau de nos connaissances et qu'on ne peut pas prétendre avoir un magasin et puis ne pas savoir ce qu'on vend aux gens et ne pas les conseiller comme il se doit. Et donc voilà, et puis mon pote qui me relance dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça, je dis, ouais, mais moi, j'ai pas les budgets pour ça, moi, je suis sur mon album, là, j'ai déjà cassé la tirelire pour ça. Et puis finalement, on trouve le bon montage, et puis 2 mois après, on était en train de mettre des coups de pinceau. Et puis là, le magasin il tourne, là, on a déjà nos propres tisanes, alors qu'avant, on commandait des tisanes à autrui, Donc là, vous on faites a nos tout. clients fidèles. Pour les tisanes, tout est fait par vous-même? Oui. Très bien. On a nos tisanes faites par nous. Donc vous avez réussi à créer un pont déjà entre la Guadeloupe et... Mais là, on est en train de mettre ça en place, c'est aussi pour ça que je suis là. Il y a, on est déjà en train de franchiser en Martinique. Ok. Donc ça devrait suivre en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le rush. Mm-hmm. On veut aussi travailler avec des gens sérieux et on veut leur proposer aussi un service sérieux, avec un suivi à tous les niveaux, avec toutes les feuilles d'analyse, avec tout ce qu'il faut en bonne et due forme. Mm-hmm. Et une qualité de produit aussi, on sait que on ne se moque pas des gens non plus. Pas parce qu'il y a une feuille de cannabis dessus que le produit il est top, ou que toutes les normes soient respectées, etc. Que ce soit au niveau de la bouffe, au niveau des produits cosmétiques, ou des produits soins ou autres. Voilà, quoi, nous on se prend la tête pour la traçabilité, toutes ces choses-là. Donc on garantit aussi ça aussi, parce que nous, on s'est toujours dit que si on se prétend à faire du premium, faut qu'on soit irréprochable. Faut que ça suive, ouais. Faut que ça suive derrière. Maintenant, je touche du bois, on n'a que des bons retours positifs, aussi bien que des gens qui nous connaissent, que des gens qui découvrent, des gens qui passent dans le quartier. Je suis artiste moi-même, donc mes collègues artistes viennent nous donner la force. Personne âme, tonton est passé nous voir avant de partir. C'est la dernière fois que je l'ai vu, c'était au magasin. Entre autres, voilà, on a tous les artistes qui passent nous voir, et même ceux qui sont sceptiques. Je sais pas, il y a Pierre-Paul Jacques qui est arrivé, il a dit, ouais, mais vos trucs là, les gars, c'est un placebo. Quand il a goûté notre CBD, il s'est dit, ah ouais, vous m'avez eu, vous m'avez bluffé, parce que la dernière fois que j'ai goûté du CBD, c'était du foin. Donc voilà, on a quand même des retours de gens référents, Daddy Mori, enfin des gens qui ont toujours défendu, qui ont pas légalisé la ganja, qui ont chanté ça, qui ont clamé ça haut et fort. Donc c'est clair que quand ils passent nous voir, ou des Tyro qui chantent la bonne weed ou autre, quand ils passent et on voit qu'ils saluent la qualité de nos fleurs et tout ça, pour nous, voilà, on est dans notre objectif, quoi. On touche notre cible, et là on est en train de développer aussi des modules en parallèle, parce que je suis aussi artiste, et pour moi l'herbe c'est une branche de cet arbre-là, quoi. Donc là on est en train de développer des sessions acoustiques, on a commencé à enregistrer, qui vont se faire dans la boutique. Okay. Donc on en a déjà enregistré pas mal. Elle est belle la boutique, hein. J'ai vu très belles couleurs. J'ai hâte d'aller à Paris et de d'y faire un tour, mais c'est vrai que... J'ai vu beaucoup de compatriotes qui sont passés me voir déjà, qui sont passés nous voir, et d'autres qui passent même quand je suis pas là, ça fait plaisir. Et là on développe aussi sur la nourriture aussi, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de calquer le Lab ou autres, qui sont les boutiques référentes à Paname. On s'est dit, ok, ils font comme ça, mais nous on va faire comme ci. Donc on a quand même notre touche d'originalité, on a nos produits à nous qu'on va trouver nulle part ailleurs, on a des fleurs exclusives, de très bonne qualité qu'on va trouver nulle part ailleurs. Et l'idée aussi, c'est de ramener aussi cet univers musical aussi dedans, parce que je suis moi-même artiste. Et c'est pas... donc l'idée, c'est pas comme si j'allais faire du BTP. Oui. Tu vois ce que je veux te dire et même si je pense que je trouverais une construction à faire et trouver un lieu pour fédérer. Ouais. Et là,
quand j'ai analysé le nombre de personnes qui passaient d'ailleurs, Ruben est passé, qui nous a mis en contact, que je big up au passage aussi. Et pareil, Ruben, il n'est pas CBD, quoi. Mais voilà, déjà, ça fait plaisir de voir les frères qui supportent d'autres frères. Parce qu'on est quand même les rares de la diaspora. Je crois qu'on est même les seuls de la diaspora à avoir une boutique à Paris, sur les 50 boutiques environ qu'il y a. Ouais. Donc pour nous aussi, c'est un challenge. Et c'est important aussi que la communauté aussi supporte et que toutes les communautés suivent. Mais déjà que notre communauté nous supporte, c'est déjà fort. Après, les autres, tant mieux. Et c'est un bonus, c'est parce qu'on est dans un esprit universel. Mais c'est clair que c'est important pour nous que nos gens ils se rendent compte que, ah ouais, c'est nos frères de Guadeloupe. Ou dans l'équipe, tu as quelqu'un de la Guadeloupe et du Cameroun parce que je suis métisse, quelqu'un de la Guyane, quelqu'un de la Martinique. Et il y a un frère qui est italien ou portugais. Enfin, voilà quoi. Donc, du coup, ça fait qu'on est cosmopolite. Et je pense que c'est important aussi aujourd'hui, à défaut d'aller se plaindre que Babylone ne nous offre pas les portes, tout ça, qu'on s'organise nous-mêmes et qu'on fasse les choses, qu'on n'attende pas qu'on nous ramène quoi que ce soit sur un plateau d'argent. Moi, j'ai des frères qui m'ont montré cet exemple-là, des frères comme Banga, que je big up, qui est un graffeur qui a monté sa boutique, qui est le premier frère de notre génération que j'ai vu monter une boutique à Châtelet, ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Donc, pour moi, c'est aussi un challenge. Et, pareil que les frères qui ont la boutique de Dreadlocks juste à côté, ça fait 20 ans qu'ils sont là. C'est des piliers dans ce mouvement-là en France. Donc, pour moi, c'est une continuité. Ça crée une émulation dans le quartier. Moi, je vois qu'il y a plein de gens qui me sollicitent par rapport à de l'huile. Donc, finalement, je me retrouve aussi à donner des conseils par rapport à ça. Donc, j'ai tout intérêt à être bien aiguillé sur tous les renseignements et tout ça pour que je puisse transmettre comme il faut aux gens. J'ai des amis qui ont leur père policier, qui consomment de l'huile qu'on leur a ramené, etc., etc. Des amis infirmières, donc qui sont dans le domaine médical, entre autres. Donc ça montre aussi que toute la diabolisation qu'ils ont faite autour de la plante, aujourd'hui, tous ces tabous-là sont en train de tomber. Il faut savoir que la plante, elle a plus de 200 molécules, quoi. On parle que du CBD. On parle du CBD et du THC, mais il y a le CBN, il y a le CBA, il y a le Delta 8, il y a le Delta 9, il y a le THCA, il y a le CBDA, il y a Et il y en a plein d'autres. Et chacune de ces molécules a des vertus précises. C'est bien qu'il y a des généticiens, des scientifiques qui s'amusent maintenant à extraire les molécules pour justement soigner des vraies maladies, et précisément telle ou telle maladie. Par exemple, je sais pas, les gens qui sont dans des phases cancéreuses, tout ça, ça va être du Delta 8. Tu vois, tout ce qui est chimio, tout ça, on va conseiller. Même si on trouve ça dans le full spectrum, on va trouver un peu de Delta 8, un peu de Delta 9, et un peu de CBD, un peu de CBN, et un peu de tout. Mais après, ces molécules-là peuvent être extraites aussi et utilisées à bon escient, quoi. Parce que le souci, je pense que à cause de la prohibition, justement, les scientifiques ne se sont jamais dit « Ok, on va essayer de faire des études sur, comme tu dis, chaque cannabinoïde. » Il n'y a jamais eu ça, il n'y a jamais eu d'études sur des combinaisons de cannabinoïdes, des combinaisons avec des terpènes. Il n'y a eu aucune étude. Donc, il faut voir ça comme ça. Aujourd'hui, on ne parle que du THC et du CBD. On ne parle pas des flavonoïdes, on ne parle pas des terpènes, on ne parle pas comme tu dis, tous ces cannabinoïdes qui sont super rares et qu'on trouve rarement dans les variétés encore à l'heure actuelle. Mais comme tu dis, moi j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'en effet, on a été donc les peuples noirs du monde. Et de toute façon, on voit que le schéma se fait dans beaucoup de pays. Ça a toujours été la communauté noire, les communautés indigènes, les minorités, si on veut, qui ont été justement targetées par rapport, que ce soit à la criminalisation, que ce soit aux idéaux justement face au cannabis. Et ce qui est bien, c'est que justement, ces communautés reprennent le pouvoir en créant leur propre business, surtout en s'éduquant en premier, par la suite en créant leur propre business et justement en se disant « Ok, on va reprendre le dessus en faisant notre structure, en participant à l'économie et en créant des réseaux comme toi, ce que tu es en train de faire avec les franchises. » J'ai une question donc, par rapport aux produits que tu vends. À l'heure actuelle, quelle serait, selon toi, quelle est la meilleure vente que tu as, ou le meilleur produit que tu vends actuellement? Est-ce que c'est une fleur? Est-ce que c'est plus une huile? Pas dire le meilleur produit, mais les meilleurs produits. Parce qu'en fait, comme on a des bonnes qualités de fleurs, on vend rarement... même les gens qui consomment la fleur, par exemple, ils vont souvent prendre 2 ou 3. Pour tester, etc. Voilà, ou même qu'ils ont apprécié.
Donc ils vont revenir, on va prendre 2 ou 3 grammes de ça, 2 grammes de ça, 1 gramme de ça. Donc les fleurs, ça fonctionne très bien. On a vraiment des bonnes qualités de fleurs. C'est pas du foin. Les huiles. C'est des gens qui viennent pour des problèmes de stress, d'anxiété, sclérose en plaques, endométriose, insomnie. Les tisanes aussi, ça fonctionne très bien. Problème insomnie beaucoup, stress, relaxation. Donc c'est souvent ces 3 produits-là qui fonctionnent vraiment beaucoup. Après, il y en a qui vont demander des problèmes d'arthrose, d'articulation. Donc il y a les crèmes aussi qui fonctionnent pas mal. Mais les produits phares, c'est vraiment la fleur, l'huile et les tisanes. Ok, très bien. J'ai hâte de passer pour justement faire ma petite sélection aussi. Prendre 1 gramme, c'est mon truc préféré. Je prends 1 gramme de tout. Comme ça, tu me donnes des nouvelles. Je teste de tout. Et donc, j'ai une dernière question que je pose et que je vais poser à tous mes invités. Comment vois-tu le futur du cannabis et du chanvre dans la Caraïbe? Et est-ce que tu penses pour toi que les Antilles françaises, donc la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, pourront se positionner dans ce marché caribéen? Parce qu'on voit déjà la Jamaïque, ils sont déjà loin, ils font déjà pas mal de choses, Saint-Vincent, Saint-Kitts. On serait un petit peu à la traîne. Je suis très optimiste et je me dis qu'on pourra justement, comme tu as dit tout à l'heure, mettre en avant notre savoir-faire et faire quelque chose. Mais quel est ton avis? Mon avis, c'est qu'il ne faut pas nous dormir. De ça comme ça, il ne faut pas qu'on s'endorme parce qu'il y a déjà tout un mouvement qui est en train de se faire et on n'est pas acteur de ce mouvement-là. Encore une fois, il y a au moins 4-5 boutiques qui sont en train de s'ouvrir en Guadeloupe. Si elles ne sont pas déjà ouvertes, il n'y a aucun Guadeloupéen qui est au contrôle de ce business-là. Donc je pense qu'il faut qu'on se réveille et qu'on se dise que bon, il y a un vrai futur là-dedans et que là, il y a déjà des choses même en termes législatifs. Parce que si Guadeloupe Première commence à en parler, il faut qu'on commence à se poser la question. Moi, je parle avec des gens qui me disent, yo, il y a plein de choses qui bougent, mais sauf que la place du Guadeloupéen, pour l'instant, là-dedans, ça va être en termes d'ouvriers. Non, il faut qu'on soit en termes de patron. Il faut qu'on soit là en place, exécutif. Donc, il faut qu'on soit assis à cette table-là aussi. Donc, réveillons-nous. Et s'il y en a qui ne savent pas vers où s'orienter, eh ben, là, c'est un marché florissant. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à savoir. Et on est déjà bien fournis par rapport à la terre qu'on a, par rapport à toutes les variétés endémiques qu'on a, tous les remèdes rasiers qu'on a, dont on dispose. Tout ça peut être associé au CBD, tout ça peut être associé au chanvre. Donc, imagine-toi toutes les possibilités. Et il y a une chose aussi, c'est que, et là, ils vont le dévoiler de plus en plus, nous sommes, je l'ai dit au début de notre échange, nous sommes aussi dotés d'un système endocannabinoïde. C'est-à-dire que quoi de mieux que du cannabis ou ou du cannabinoïde, peu importe comment il est injecté ou ingéré, pour nous soigner ou pour réguler ce système-là qui est une partie de notre système immunitaire. Tu vois? Donc pour moi, il faut qu'on se pose la question parce que quand on va s'en rendre compte, ça, encore une fois, le business sera déjà en place et on va se dire, ah merde, oh, mais nous pas ça avant. Oh merde, on n'avait pas suivi que c'était ça qui se faisait en fait. Alors pendant qu'on était là en train de se prendre la tête parce que nos jeunes fument des joints et tout ça, entre-temps, il y a des gens qui sont en train de préparer des millions et des milliards et eux, ils sont encore sans cravate. Ils ne sont pas dans le ghetto. Hein. Exactement. Ils ne sont pas dans le ghetto, ils ne sont pas dans la rue, c'est parce qu'ils n'ont jamais fumé un spliff dans leur vie. Voilà ce qui se passe. C'est que c'est l'envers. Là, en fait, j'étais avec un fournisseur, il m'a dit, hey, les gens qui disent que l'argent ne sort pas des arbres, ils mentent. Il a sorti un gros sachet d'herbe. Parce qu'il sait ce que ça vaut. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi en termes d'emploi, en termes de... Il y a beaucoup à faire en termes de développement, en termes économiquement parlant aussi. C'est un gros marché, donc il faut qu'on se positionne. C'est vrai. Sur ces belles paroles, je te remercie énormément d'avoir pris le temps. Je sais que tu es en rush, etc. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette superbe conversation. Et encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Tiwoni. Merci à toi, Sista. De rien. Et c'était le 4e épisode de The Caribbean Cannabis Culture Podcast. Merci, au revoir. Big up.